On va parler ce soir du Proche et du Moyen-Orient, notamment de cette perspective peut-être imminente d'une intervention américaine en Iran, alors que les négociations menées sur le nucléaire n'ont pas abouti et que Donald Trump multiplie les menaces. Et c'est une véritable armada américaine qui s'est déployée ces dernières semaines au Moyen-Orient, d'une ampleur inédite d'ailleurs depuis la guerre en Irak. Navires de guerre, chasseurs, bombardiers, systèmes de défense aérienne ont été rassemblés ces dernières semaines. Des dizaines de milliers de soldats sont également présents dans des bases militaires à travers la région. Même si la voie diplomatique a été un temps privilégiée, la Maison-Blanche montre à présent des signes d'impatience. On en parle donc ce soir, ainsi que de la situation d'ailleurs au Proche-Orient avec notre invitée Yasmina Asrargis. Bonsoir, chercheur associée en études arabes et moyen-orientales à l'université de Princeton ainsi qu'à la fondation Jean Jaurès, ancienne collaboratrice au sein des cabinets de l'UNESCO, des Nations Unies et de la cellule diplomatique d'Emmanuel Macron et autrice donc d'un ouvrage qui vient de sortir, Le mirage de la paix, la véritable histoire d'Israël et des pays arabes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Tout d'abord sur cette perspective peut-être imminente d'une intervention américaine en Iran. On l'a dit, immense armada déployée dans la région, une manœuvre d'intimidation pour vous, c'est une éventualité probable? Nous sommes totalement dans ce qu'on appelle aux États-Unis aujourd'hui cette grande mise en application du théorème de la paix par la force selon Donald Trump. Et la paix est redéfinie dans ce cas en particulier iranien, puisque Donald Trump estime qu'aujourd'hui, le régime représente un cloud, comme il le dit, donc un nuage noir sur le Moyen-Orient. Et son approche qui est aujourd'hui lue d'une part comme une tentative de tout à fait de mettre sous pression ce régime pendant que Jared Kushner et Steve Witkoff, donc les envoyés spéciaux de Donald Trump dans la région, essayent de négocier avec le ministre des Affaires étrangères iranien. Vous avez ce contexte tout à fait comparable à la guerre froide. On entoure, on encercle et on met la pression maximale pour espérer sortir un accord qui ne se joue pas sur le nucléaire apparemment, puisque Donald Trump lui-même a déclaré il y a moins de 2 jours lors de la première réunion du Conseil de la paix pour Gaza qu'ils avaient déjà fait le travail sur le nucléaire, puisque l'hyperpuissance militaire américaine aurait déjà mis de côté cette menace. Donc, le tout se joue sur le politique et le potentiel changement de régime ou d'accord avec le régime. Cet interventionnisme, en tout cas, de Donald Trump, c'est pas un peu paradoxal avec ses promesses de campagne, America First, etc., et puis la fin des interventions américaines à l'étranger? Alors, vous avez effectivement une contradiction philosophique entre les MAGA, qui sont sa base populaire néo-évangélique, mais qui a été aussi pénétrée par des conservateurs qui ont vu dans l'Irak quelque chose d'absolument spectaculaire et à refaire, puisque le changement de régime est pour eux un paradigme qu'ils souhaitent. Donc vous avez encore des personnalités à Washington qui poussent le président Trump dans cette direction. Vous en avez d'autres qui lui expliquent que s'il veut faire la prospérité, il a besoin de changer l'ADN de certains pays, notamment de l'Iran, qui est pour lui l'axe de la résistance, qui vient détruire tout son travail sur les accords d'Abraham, tout son travail sur le rapprochement entre Saoudiens et Israéliens, entre Émiratis et Israéliens. Et donc, il voit dans l'Iran à la fois un marché et une opportunité réelle de mettre de côté la Chine et de recréer une histoire d'hyperpuissance américaine au Moyen-Orient. Et en même temps, il est tenu par une base qui a tout de même une certaine voix et se fait entendre aux États-Unis, notamment autour de Steve Bannon et d'autres personnalités comme lui, d'autres fervents MAGA comme Charlie Kirk, qui sont anti-intervention américaine à l'étranger et estiment que ça n'est pas envisageable de réengager des hommes, de réengager des troupes, quand bien même il s'agirait de l'Iran ou d'un tout autre régime. Pour finir sur cette perspective potentielle, Israël, vous pensez, pourrait frapper sans les États-Unis?
Absolument pas. Il y a une fusion absolue entre les appareils militaires et de renseignement américains et israéliens. C'est un bloc qui va réagir, mais non seulement c'est un bloc qui va réagir ensemble et constituer potentiellement l'avenir sur cette prochaine séquence vis-à-vis de l'Iran, mais ils emmènent avec eux, qu'ils le veuillent ou non, l'entièreté des pays du Golfe et ces pays qui sont entre les deux fronts, si vous voulez, entre Israël et l'Iran. Et donc, le Qatar, les Émirats et l'Arabie saoudite sont extrêmement frileux parce qu'ils veulent leur stabilité. Et pour eux, revivre la séquence de juin dernier où, à quelques kilomètres de Doha, au niveau de l'aéroport et de Al-Hudayd, donc la base américaine au Qatar, vous avez cette espèce de frappe qui vient totalement transformer le visage du Golfe, qui est une région stable et qui ne veut pas en être, qui ne veut pas faire partie de cette guerre. Et donc, vous avez là des intérêts et un équilibre à trouver pour la diplomatie américaine. Et ce qui semble se dessiner, c'est potentiellement une intervention de court terme, comme l'été dernier. C'est ce qu'on verra donc peut-être dans les prochains jours. Venons-en à présent au Proche-Orient. Vous l'avez évoqué, inauguration jeudi dernier de ce fameux Conseil de la paix de Donald Trump à Washington. L'objectif, c'est d'être donc un concurrent à l'ONU ? L'idée, c'est de transformer, c'est tout d'abord de transformer la diplomatie traditionnelle en expliquant que celle-ci n'a pas fonctionné, que l'ONU est une administration qui ne comprend pas le monde, qui ne sait pas avancer assez vite, et que globalement, si vous prenez les acteurs les plus forts, les plus puissants de la région, mais également du monde, et que vous recréez un modèle qui saurait se déployer, qui saurait déployer la force, qui saurait déployer de l'humain, de l'éducation, même des stades de foot, puisqu'il y avait Fantino à la tête de la FIFA lors de cette grande réunion. Vous avez là une tentative de tuer le multilatéralisme, évidemment, en créant quelque chose d'autre. Et donc, ce quelque chose d'autre va évidemment ressembler à ce qui sort de ces négociations. Ce qui sera décidé va dépendre de l'investissement, de la voix des Arabes. Nous rappelons que... là, il a parlé de 7 milliards d'investissements pour la reconstruction de Gaza. Les plans pour Gaza, c'est toujours ce que Jared Kushner, justement, avait présenté à Davos, ces plans futuristes qui paraissent complètement déconnectés de la réalité Tout à fait. Et c'est des plans d'urbanisme qui ont été par ailleurs vendus au Qatar, vendus à d'autres régions dans le monde. Et il n'y a pas exactement une adaptation nécessaire à la bande dans son caractère humain, démographique, même idéologique. On n'a pas encore compris de quelle manière est-ce que même l'idéologie du Hamas ou les bouquins scolaires, la réforme scolaire au niveau de la culture, tout ça allait être pris en charge. En revanche, vous avez une vision très claire de comment les choses vont se dérouler sur le plan urbain, technique, avec la tech, et une idée un peu futuriste qui vient nous rappeler un peu les souvenirs de projets, des giga-projects saoudiens qu'ont pu être Neom ou The Line, donc ces grandes villes qui ne répondent pas aujourd'hui aux besoins concrètement des Gazaouis, qui demandent globalement de la santé, de la sécurité, de la stabilité et un minimum d'infrastructures pour pouvoir éduquer leurs enfants. Et comment est-ce que Donald Trump considère Benjamin Netanyahou? On a vu qu'il y avait quand même pas mal de tensions ces dernières semaines, ces derniers mois. Notamment, il lui a forcé la main pour rejoindre ce fameux Conseil de la paix. Votre regard là-dessus, sur leur relation? Vous avez toujours eu une relation de haut et de bas, puisque les États-Unis et Israël, et ce qu'on oublie souvent, ont des intérêts différents. Mais non seulement les États-Unis et Israël ont des intérêts géostratégiques différents, mais Netanyahou et Donald Trump, ainsi que leurs cercles proches, ont eux-mêmes des relations avec cette région et des intérêts, qu'ils soient économiques, politiques ou idéologiques, qui sont extrêmement différents. Donc effectivement, quand Jared Kushner est l'un des entrepreneurs les plus présents et respectés de la scène économique des pays du Golfe, avec, encore une fois, les Émirats ou l'Arabie qui investissent dans les entreprises, le cas de Jared Kushner, le Qatar, pareillement, qui a acheté un gros projet au fils Trump, donc s'inscrit dans cette idée de travailler avec la famille et cette dynastie trumpienne, littéralement, puisqu'il y a un espèce de mimétisme entre ces familles royales du Golfe et la famille Trump, qui essayent de non pas gouverner sur le très court terme, mais de s'inscrire dans la très longue histoire du Moyen-Orient. Et évidemment, quand il quittera Washington, le Conseil de la paix restera à lui et il
restera à la tête de cette holding qu'il a créée et façonnée à sa propre image. Et justement, cette très longue histoire de la paix au Proche-Orient est au cœur de votre dernier ouvrage, donc, qui vient de sortir, je le rappelle, Le Mirage de la paix, la véritable histoire d'Israël et des pays arabes, dans lequel vous développez donc l'idée que tous les efforts pour une paix au Proche-Orient, depuis des dizaines d'années, ont capoté, non seulement en raison de l'irruption d'épisodes de violence liés à des idéologies radicales, donc on pense à l'assassinat d'Yitzhak Rabin ou la mort de Sadat, mais aussi en raison de considérations économiques et, dites-vous, de la vénalité de certains individus. Tout à fait, vous avez eu dans l'histoire de ces négociations, en particulier celle de Camp David et d'Oslo, une manière d'aborder les négociations en huis clos, dans des salons feutrés à Washington, et un décalage entre ce qui était négocié entre ces diplomates à Washington et la réalité des demandes ou des rues et donc de la société civile dans ces pays, que ce soit Israël ou en Égypte, en l'occurrence quand on parle de Camp David, et donc des paix qui ont été signées sans comprendre qu'une radicalité, que des idéologies venaient travailler les sociétés et s'opposaient même au concept de la paix. L'idée même de cette reconnaissance, de venir reconnaître Israël, ou inversement, pour les Israéliens qui ont voulu la mort d'Yitzhak Rabin, accepter l'idée même que Yitzhak Rabin serre la main à Yasser Arafat et vient par ça accepter l'existence de Palestiniens dans cette région, c'est pour les plus extrêmes dans l'idéologie sioniste ou dans le messianisme par ailleurs américain, tel qu'on peut le voir dans certaines mouvances néo-évangéliques extrêmement présentes au Congrès et qui ont soutenu Donald Trump. Vous avez une construction d'un nouveau Moyen-Orient qui n'est pas anesthésié de ces idéologies qui le travaillent, qui écrivent son histoire et qui parfois arrivent à tuer ses leaders pour emmener notre région ailleurs vers le trouble, le mirage et la violence. Et vous avez commencé à l'évoquer, c'est votre carte blanche du jour, une tradition dans Au cœur de l'info, le choix d'une image d'archive à ma demande, celle donc bien connue de cette poignée de main historique entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin à la Maison Blanche. On va peut-être pouvoir écouter, si on l'a, un extrait de l'allocution à cette occasion de Yitzhak Rabin. Enough of blood and tears. Enough. Voilà, brève image d'archive. Yasmina Asrarguis, vous vouliez réagir? Oui, vous aviez là une époque où des diplomates s'engageaient engageaient leur vie, puisque dès lors que vous reconnaissez aujourd'hui, mais à l'époque, c'est ce qu'on va découvrir en direct de nos télévisions, quand vous reconnaissez cette paix, cette idée de paix, de Graal civilisationnel israélo-arabe, vous mettez votre vie en jeu et votre tête est à prix. Donc, on a eu un courage, on a eu des hommes qui ont essayé de réinventer l'histoire en implémentant cette idée de paix comme un Graal civilisationnel et non pas une manière uniquement de faire du business, de mettre en place des accords très court terme et de mettre de côté les enjeux techniques et difficiles, que ce soit la question des réfugiés, la question idéologique, la question politique. Donc l'idée de la paix à l'époque était vraiment celle de la reconnaissance de l'autre dans son altérité, ce que l'on n'a pas aujourd'hui puisque ça a été remplacé. Aujourd'hui, c'est, vous le dites, la paix par la prospérité, la coopération économique. Donc oui. Ça empêche une véritable paix en profondeur. La diplomatie américaine a fait le deuil de l'idée qu'une paix politique était envisageable et donc leur approche est de dire que seule la prospérité peut créer des intérêts convergents, qu'ils soient économiques, géopolitiques ou infrastructurels, comme on peut le voir aujourd'hui sur le domaine immobilier à Gaza. Et donc en projetant ce théorème de dire de manière très réelle, politique et réaliste, de toute façon, ces peuples ne s'accepteront jamais. Mettons notre investissement et notre leadership ailleurs. Donc, cette idée de la paix par la prospérité et aujourd'hui de la paix par la force, comme tente de l'implémenter Donald Trump et son cercle de conseillers. Parlons quand même rapidement aussi de la colonisation qui se poursuit en Cisjordanie occupée et de cette série de mesures techniques récemment adoptées destinées donc à accélérer, à amplifier la colonisation et le développement donc de ces colonies. On se dirige vers une annexion de fait. On se dirige vers l'éloignement progressif de
la possibilité de rêver à une solution à deux États. Donc la question de l'État de Palestine, elle n'est pas évidemment négociée ni à Davos ni au sein du Conseil de la paix, ou en tout cas on ne comprend pas très bien comment sur le plan géographique tout ça va se jouer. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si demain le Conseil de la paix de Donald Trump nous explique qu'il y aura bien une solution à deux États et un État israélien voisin d'un État palestinien, et que ces deux États autonomes se respecteront et implémenteront une forme de reconnaissance mutuelle, eh bien, qui est le Premier ministre israélien qui voudra ça va être compliqué. Voilà, virer tous les colons de Cisjordanie sans risquer sa vie. Donc il y a un véritable courage politique qu'il faudra porter, et nous ne savons pas aujourd'hui quel leader acceptera de se mettre dans les chaussures d'Yitzhak Rabin. Peut-être une dernière question sur ces frappes israéliennes qui se poursuivent aussi sur le sud du Liban. On l'a vu encore hier, au moins 12 morts donc, dans l'est et le sud contre des bastions donc, du Hezbollah et ses militants. Israël accuse donc le Hezbollah de tenter de se réarmer. On sait qu'il est extrêmement affaibli toutefois. Et puis le chef du Hezbollah qui promet aujourd'hui une résistance, une guerre sur ce front aussi pourrait reprendre. Écoutez, ce qui se joue aujourd'hui au Liban ou au Yémen est totalement interdépendant de ce qui est en train de se jouer en Iran. Et donc, vous avez une réflexion sur comment annihiler l'entièreté de ces proxys qui ont été financés de longue date par l'Iran, et comment accélérer leur destruction en mettant en place, soit comme avec le cas syrien, un régime qui n'est pas des plus démocrates, mais en tout cas il est soutenu, et aujourd'hui les Américains parient sur lui sans illusion aucune. Dans le cas libanais, la solution est beaucoup plus complexe puisque l'histoire n'est pas la même, les démographies ne sont pas les mêmes. La France est impliquée sur le dossier, et il y a là une volonté extrêmement sensible de trouver une solution sans retomber dans la guerre, puisque l'histoire libanaise a bien montré que la guerre ne résout pas tout, et qu'il faut avant tout de la diplomatie, même pour que le Hezbollah rende ses armes. Merci beaucoup Yasmina Asrarguis d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Au cœur de l'info. Et je rappelle votre livre qui vient de paraître, Le Mirage de la paix, la véritable histoire d'Israël et des pays arabes, aux éditions Passé Composé. Merci encore. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24. Prochain point sur l'actualité internationale dans quelques minutes.